à tous. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Taisez-vous. Bienvenue. Nous ne sommes pas fatigués. Non, c'est faux. C'est le deuxième épisode qu'on enregistre aujourd'hui. Ouais. Et ça va en vrai. Non, ça va. C'est le troisième que je... Tu redoutes celui enregistré à 17h là. Clairement. Je pense que le temps de après la une voix... après-midi d'enregistrement. Clairement. On va faire et on va... et là tu vas me détester rien que pour avoir fait je ça. sais pas ce qui t'a pris, mais ok. Je sais. Ok. C'est sorti tout seul. Donc c'est le deuxième épisode de la semaine du cerveau. Et on a le plaisir de recevoir Ainhoa Le Tourneur. Bonjour. Ça se dit Ainhoa, du coup. Ainhoa, pardon, je fais déjà des fautes. Non mais tu vois, et j'avais dit, je t'avais prévenu d'avance, je vais forcément dire des conneries. Tout à l'heure, j'ai demandé le nom de famille du directeur de thèse de celle d'avant. J'étais là, ah bah oui, c'est bien exactement comme je pense que ça se prononce, je ne l'ai pas prononcé comme ça. Voilà, ça c'est bon. Ainhoa, du coup. Oui. Voilà, quand tu prononces bien correctement les choses. Enchantée. Enchantée. Comment ça va? Ça va. Est-ce que tu es stressée? Un peu. T'inquiète pas, dans une demi-heure, tu seras plus stressée. Okay. Ça va bien se passer. Alors, tu es donc doctorante en neurosciences, comme la plupart des personnes qui viennent pour la semaine du cerveau. Tu travailles à l'Institut des maladies neurodégénératives, donc à l'IMN. Oui. Tu es encadrée par François Hichas. Oui. Tu es en thèse CIFRE, ce qui est rare, ce qui est bien, c'est-à-dire que normalement, tu as un peu mieux payé que les autres. Oui, ça c'est vrai. C'est la seule chance des thèses CIFRE. L'entreprise qui te finance, c'est le groupe Roche, du coup, donc ça en lien avec de la pharmacologie, je suppose. Oui. C'est pour les maladies, donc en général, c'est pour les traitements, oui, tout ça. Quand même. Ok. Et donc, ton titre de thèse, c'est la fragmentation amyloïde et la dissémination neuronale des fibrilles d'alpha-synucléine dans la maladie de Parkinson. C'est ça. J'ai essayé de relire pour être sûr que je n'avais pas dit n'importe quoi. Et c'est bon. C'est ça, exactement. Ok. Donc, c'est plein de mots que personne ne connaît. Voilà. Donc, c'est bien. Non, que pas grand monde connaisse. Ce qui est bien, c'est que du coup, on va pouvoir disséquer un petit peu tout ça et voir un peu de quoi il s'agit. Okay. Mais pour commencer, déjà, si tu nous racontais un petit peu ton parcours, qu'est-ce que tu as fait avant, qui t'a donné envie de faire une thèse? Comment t'en es arrivée là? Alors, j'ai fait, comme beaucoup de gens, je pense, j'ai tenté médecine sortie du bac et je ne l'ai pas eu. Voilà. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je n'avais pas forcément d'idée précise. Donc, je suis toujours allée vers des filières qui ne me fermaient pas de porte. Donc, j'ai fait une licence de bio à l'Université de Bordeaux. En troisième année, le seul choix que j'ai fait, c'est qu'il y a il y a la partie écologie, il y a la partie physiologie, il y a la partie moléculaire. Et en fait, et c'est pour ça aussi que je suis un peu surprise d'être en neuro, c'est que je suis partie sur la partie moléculaire parce que je ne voulais pas travailler sur des animaux. Parce que je ne me sentais pas de le faire. Et donc, j'ai un master en biochimie, biologie moléculaire et biocellulaire. Et j'ai choisi de faire une thèse parce que, en fait, j'aime la recherche, j'aime le principe, j'aime pas forcément comment c'est fait, mais j'aime le concept d'avoir des hypothèses, de chercher, de discuter avec des collègues, de voir comment on met en place des choses, comment on peut répondre à cette question. Et en fait, il s'est trouvé que j'ai eu un peu de chance. La personne avec qui je devais faire ma thèse, que je devais faire une thèse en enzymologie qui n'avait rien à voir, voilà. Okay. Et elle n'a pas eu de financement. Moi, j'ai pas eu les concours. Ok. Classique. Et du coup, entrée classique en recherche. Voilà. Et du coup, je me suis retrouvée j'ai cherché, j'ai fait des entretiens avec des gens qui avaient des financements et tout ça. Ça c'est pas forcément. Ça passait pas. Ils cherchaient quelqu'un qui avait fait spécifiquement une technique que j'avais pas fait. Enfin bon, voilà. Je me suis retrouvée juste avant Noël à me dire bon bah. Ouais. Peut-être je laisse tomber, non? Peut-être finalement pas de thèse. Et en fait. Un matin, je reçois un message d'une collègue de master qui, elle, faisait sa thèse en biologie structurelle, je crois, qui dit mon directeur de thèse a un ami, François Hichas, qui devait avoir une étudiante en thèse sur un financement CIFRE. Elle vient de se désister. Il cherche en urgence quelqu'un pour la remplacer parce que sinon, il n'a pas le financement. Et j'étais là, allez, pourquoi pas? Donc du coup, je l'ai contacté, j'ai vu sur quoi il travaillait, j'ai trouvé ça super intéressant. On avait eu des cours sur les prions et tout ça quand même dans mon master, j'ai trouvé ça super cool.
Et j'y suis allée vraiment, c'était le 22 décembre. J'étais plus du tout dans l'esprit. Je suis allée à l'entretien, je me voilà ce que j'ai fait. La veille de Noël, genre. Ouais, c'est ça, j'allais j'étais avec mes nièces l'après-midi, on allait à la dune, puis là, il n'y avait rien à voir. J'étais vraiment totalement en autre délire. Et puis en fait, l'entretien s'est bien passé. J'ai dit que je n'étais pas sûre d'être capable de sacrifier un animal ou quoi. Il m'a dit non, mais t'inquiète, s'il faut. Enfin voilà, nous on travaille sur du modèle cellulaire et tout. Et puis et je suis sortie de l'entretien en me disant. Je sais pas, mais en vrai, là, je m'en fiche. Je l'ai fait parce que j'allais ne pas le faire, et puis voilà. Et en fait, à la rentrée, le 3 janvier, un truc du style, il m'a envoyé un mail en disant si c'est bon pour toi, c'est bon pour nous. J'étais oh En fait, j'ai une thèse. Et du coup, voilà. Et je me suis retrouvée en neurosciences, on ne savait même pas à quoi ressemble un cerveau, en fait. Ouais, par pur hasard, quoi. Et du coup, j'ai eu plein de trucs à rattraper, mais je suis trop contente, j'adore. En fait, j'avais toujours trouvé ça très intéressant. Je ne pensais pas que je pouvais faire de la neuroscience sans faire de l'animal. Ouais, sans faire du comportement animal. Voilà, dans ma tête, c'était ça, c'était de l'électrophysique, c'est pire, je comprends pas ce qui se passe. Et en fait, non. Du coup, il y a tellement de différences de niveau. Tu peux partir de vraiment de molécules jusqu'au comportement humain, quoi. Donc, tu peux faire. Comme à Bordeaux, on a tendance à beaucoup travailler avec les animaux pour la neuroscience. C'est vrai qu'en tant qu'étudiant, tu peux avoir cette image de si je fais de la neuro, je vais devoir bosser sur des animaux, en sacrifier et tout. Ça peut rendre ça compliqué, quoi. Alors que bon, il y a aussi plein d'autres labos où c'est pas le cas. Typiquement, moi, si j'avais pas fait mes stages, j'en ai fait un chez l'animal, mais si j'aurais pu ne pas du tout en faire chez l'animal, et je travaille chez l'homme, j'ai jamais eu. J'ai eu des patients. c'est pareil. Juste, je suis obligée de leur demander leur avis. Oui. Du coup, tu avais quand même essayé le concours de l'école doctorale. J'ai testé celui de l'école doctorale de chimie et celui de l'école doctorale de biologie. Bon souvenir quand même. Mais j'ai pas fait l'oral. J'étais dans un petit master, donc c'était une petite promo. Okay. Et ils ont pris le premier tiers, ça faisait 4 personnes. Ça fait, donc du coup, j'étais pas dans ces 4 personnes. Ouais, d'accord. Ok. Ouais, nous, on a l'expérience de ce concours de l'école doctorale en tant que personne qui ont passé l'oral. Ouais, c'était particulier. J'ai eu quelques stagiaires ou stagiaires de potes que j'ai coaché un petit peu, et j'étais je suis un peu contente de ne pas avoir eu besoin de le faire. Le moment où tu rentres dans une salle où tu as 10 personnes en face de toi qui te regardent avec des grands yeux qui sont là pour te découper en rondelles, t'es là, youpi. Moi, je m'en souviens comme une expérience formatrice en tout cas. Formatrice, oui. Donc, mais aussi parce que derrière, j'avais pas envie j'y suis allé un peu comme ça juste pour voir ce que c'était et j'avais pas spécialement envie d'avoir de thèse, donc j'ai un recul qui fait que je le prenais moins à cœur. Je pense que ça peut être quand même difficile à vivre. Le format est quand même un peu particulier, mais au moins derrière t'es formé pour parler devant des gens. Ça c'est sûr. Ça et ma thèse en 180 secondes, c'est les meilleures formations pour te déstresser de parler en public. Tout à fait. Ok. Bon, est-ce qu'on rentrerait pas dans certains aspects de cette thèse ? Pas de regret pour médecine finalement? Vraiment pas. Surtout que ma meilleure amie l'a eu. Et du coup, je l'ai vue faire ces études-là. Et chaque année, j'étais OK. Heureusement, j'ai pas eu. La chance. Ouais. Ok, je comprends ça. Je connais des personnes qui se sont dit, qui étaient parties en médecine à la base et qui en fait se sont dit mais pourquoi, quelle idée. Mais heureusement que j'ai pas fait ça en fait. Ok, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est le moment où on pose des questions un peu compliquées. Mais je vais commencer par une question qui est pas si compliquée. Enfin, c'est compliqué, mais c'est pas si compliqué. Est-ce que tu peux nous définir avec tes mots ce que c'est pour toi la maladie de Parkinson ? Parce que du coup, on a eu déjà plein de personnes, mais du coup, ça donne plein de visions, plein de définitions différentes, et peut-être que ça aidera les gens à comprendre ce que c'est cette maladie. Alors, moi, de la façon dont je l'étudie, parce que la maladie de Parkinson, je crois que c'est la deuxième maladie neurodégénérative la plus prévalente après Alzheimer. Et donc, les gens ont quand même une idée assez claire des symptômes moteurs, tremblements, bradykinésie, tout ça, qui sont super importants parce que c'est ça qui affecte le patient, quoi. Moi, la façon dont je l'étudie, c'est que la maladie de Parkinson, elle est aussi caractérisée par une agrégation d'une protéine dans le cerveau, qui s'appelle la synucléine, alpha-synucléine, qui est aussi la protéine qui s'agrège dans la démence à corps de Lewy et dans l'atrophie multisystématisée, qui est une maladie neurodégénérative qui est très proche de Parkinson, mais qui est beaucoup, beaucoup plus sévère. Où là, donc dans la maladie de Parkinson, ces agrégats ils se retrouvent majoritairement dans les neurones, et ils se retrouvent dans les neurones de la substance noire, et après les neurones meurent, et c'est ça qui fait les symptômes moteurs. Dans l'atrophie multisystématisée, les agrégats se retrouvent aussi dans les oligodendrocytes,
au niveau des gaines de myéline et tout. Et c'est une maladie où il y a, il me semble, une dizaine d'années d'espérance de vie après le diagnostic. Okay. Donc c'est une maladie qui est très très sévère. Et en fait, le lien entre ça et Parkinson, c'est que c'est la même protéine qui agrège, mais qui agrège à des endroits différents du cerveau. Okay. Donc en gros, elle s'accumule à un endroit dans le cerveau et ça empêche des voies... En fait, on ne sait pas trop. Il y a même des gens qui te diraient qu'il n'y a pas de rapport entre la mort des neurones et la pathologie et l'agrégation. Mais ce qu'on sait, ce qui a été décrit, c'est qu'en fait, l'agrégation commence plutôt au niveau du tronc cérébral et va se propager de plus en plus jusqu'à atteindre le cortex. Okay. Et il y a un lien direct entre la propagation du phénomène d'agrégation et l'évolution clinique de la maladie. Ouais, donc en gros, plus ça se dissémine dans le cerveau, plus ça s'étend dans le cerveau, plus tu as de symptômes qui apparaissent. C'est ça. Okay. Quand ça atteint le cortex, tu commences à avoir les symptômes de démence et tout. Donc il y a quand même un lien entre l'agrégation. Donc moi, il y a au moins une corrélation chronologique à ce qui se passe. Okay. Donc moi, ce que j'étudie, c'est ce phénomène d'agrégation spécifique dans la maladie de Parkinson et dans les autres maladies où c'est l'alpha-synucléine qui agrège. C'est plus ça que j'étudie que l'aspect moteur. Voilà, j'ai pas de modèle 6 HDA ou des choses comme ça. C'est vraiment juste cette agrégation, l'impact que ça a sur les neurones, comment ça se propage, pourquoi ça se propage et qu'est-ce que ça fait. Ok. Cette protéine, donc l'alpha-synucléine, oui. C'est une protéine qui sert à quoi à la base ? Alors, c'est une protéine, c'est pas super bien décrit. Ce qu'on sait, c'est qu'elle a un rôle. Elle est retrouvée au niveau des terminaux présynaptiques et elle est en interaction avec une protéine qui est VAMP2, qui est une protéine des vésicules d'export donc elle sert à libérer les neurotransmetteurs, a priori, a un rôle dans la transmission neuronale. Voilà, elle a un rôle dans l'exocytose ou dans la transmission de l'information, mais c'est pas, elle n'est pas incroyablement bien elle n'a pas été super bien décrite avant qu'on la trouve dans la maladie, en fait. Ok. Et elle est exprimée que dans des neurones ? Ou est-ce qu'on peut la trouver dans d'autres endroits dans le corps ? Alors, il me semble qu'il y a une légère expression à d'autres endroits, donc par exemple au niveau du système digestif. Okay. Mais elle est très majoritairement exprimée dans les neurones. Et c'est particulièrement dans les neurones. Elle n'est pas, par exemple, exprimée dans la microglie ou dans les androïdes. Ouais, dans les autres cellules qui existent dans le cerveau. Voilà, c'est vraiment les neurones. Okay. Et donc là, on commence à aborder la dissémination neurale de l'alpha-synucléine, mais il nous manque le début du sujet qui était la fragmentation amyloïde. Qu'est-ce que ça représente ? Quel est le lien ? En fait, la façon dont l'alpha-synucléine s'agrège, c'est qu'au départ, en tant que monomère, elle est... c'est ce qu'on appelle une IDP, donc Intrinsically Disordered Protein. Donc c'est une protéine qui ne va pas avoir une structure 3D stable, okay. ce qui est normalement le cas de beaucoup de protéines. Et ce qui est hypothésé, c'est qu'en fait, elle change de façon assez transiente de conformation et elle va adopter une conformation peut-être avec un hélice alpha pour se lier aux vésicules. Et puis après, elle revient un peu... Voilà. Elle change de forme en fonction de ce à quoi elle va servir. C'est ça. Okay. En gros, ça serait ça. Et il y aurait un moment où elle adopterait une conformation spécifique qui est une conformation avec des feuillets bêta, mais qui fait que c'est une conformation qui est très plate. Okay. Et pour une raison, cette conformation resterait, et ça serait la conformation pathologique, en gros guillemets. Et cette conformation, elle va être transmise aux alpha-synucléines du voisinage. Et donc, en fait, elles vont toutes avoir cette structure plate, ce repliement spécifique, et elles vont s'empiler. La façon dont moi, ça m'avait été expliqué, elles vont se coller les unes aux autres. Ça fait une pile d'assiettes, en fait, presque. Okay. Elles s'empilent comme ça. Okay. Et la partie... Donc, amyloïde, c'est parce que les fibres, ça fait des fibres amyloïdes, c'est une compaction, une structure spécifique de cette fibre. Et la fragmentation, c'est parce qu'il y a un moment où la pile d'assiettes, elle va casser. Ouais, à force d'être trop grosse et trop... Probablement à force d'être trop grande, peut-être parce qu'il y a des acteurs externes qui vont essayer de la bouger. Et elle va rentrer en interaction avec d'autres trucs qui vont... Et ce qui va se passer, en fait, c'est que tu casses une pile d'assiettes, potentiellement, tu vas avoir des tout petits morceaux. Il va y avoir 2-3 assiettes empilées. Et l'hypothèse, c'est que ces 2-3 morceaux, ces 2-3 assiettes, en fait, elles vont pouvoir créer des nouvelles fibres. Et potentiellement, parce qu'elles sont assez petites, passer à notre neurone. C'est un peu comme si elles contaminaient les autres. Exactement. Okay. Donc c'est l'hypothèse, c'est comme ça que fonctionnent les prions, par exemple. Et donc l'hypothèse, ça serait que l'alpha-synucléine fonctionnerait comme un prion, sauf la partie très infectieuse, heureusement,
Parkinson n'est pas infectieux, quoi. Mais du coup, voilà, c'est cette fragmentation qui permettrait la dissémination, du coup, l'autre partie du sujet, la dissémination du phénomène d'agrégation de neurone en neurone, en fait. Donc, en gros, c'est une pile d'assiette qui se casse, ça fait plein de petits bouts, et ces petits bouts, ils vont se dire, tiens, je vais me répandre voilà, partout. C'est ça. Et faire plein de petites piles. Je vais passer au neurone suivant, et je vais créer des nouvelles piles d'assiettes, et on va se recasser, et on va refaire des petites piles. Exactement. Ok. Et la conformation dont tu as parlé en feuillet, qui permet donc l'agrégation dans un premier temps, c'est une forme qu'on va retrouver chez des sujets sains et juste on va avoir un changement par la suite de sa conformation. Et chez les patients donc pathologiques, elle serait bloquée. Ou alors c'est vraiment une conformation qu'on ne retrouvera pas chez des individus sains. Ça, on ne sait pas trop. Okay. C'est possible que ce soit une conformation qui soit techniquement physiologique, mais qui soit immédiatement, détruite par la cellule ou qui revienne à sa conformation de départ après, et que dans la maladie, cette conformation reste et entraîne... ou alors, cette conformation n'existe que dans la maladie. Ouais. Mais c'est un peu difficile de savoir là tout de suite. On n'est pas sûr encore. Voilà, c'est ça. Ça fait partie des questions. Ça marche. Et est-ce qu'on sait si dans la conformation, qu'est-ce qui explique qu'elle ne retourne pas à un état initial ? Est-ce qu'on a des idées de molécules ou de choses qui ont touché à ça, qui ont fait qu'elle reste ? Je crois que c'est plus une histoire de stabilité thermodynamique, qui du coup est un peu loin de ce que je suis capable de faire. Mais cette conformation-là, il y a un repliement, on a réussi à avoir des images au niveau atomique du repliement de la protéine dans ce cas-là. Cette conformation est très stable thermodynamiquement et du coup reste. Ok. Un autre point que j'ai du mal à saisir, c'est la protéine, elle est à l'intérieur des neurones, on a dit donc. Oui. Comment elle passe d'un neurone à l'autre ? Cette infection, elle passe... Alors ça, c'est une autre grosse question aussi. Il y a plusieurs hypothèses. Il y a la plus grosse hypothèse, il me semble que c'est... une transmission synaptique. Ouais, comme si c'était elle rentre dans une vésicule et elle se balade de neurone à neurone. Okay. Il y a aussi la possibilité que quand le neurone meurt, il reste des agrégats qui sont dans l'espace du coup extracellulaire, réussissent à passer. Ils se font invaginer par le neurone à côté. On a eu un congrès au Neurofrance où quelqu'un travaillait sur des nanotubes qui se créeraient entre des neurones et qui permettraient... Il fait un petit canal et l'autre elle fait... Voilà. la première hypothèse, c'est quand même synaptique. Il y a un truc classique de transmission d'informations. Voilà. Oui, surtout si elle se lie à VAMP et que VAMP est utilisé pour faire des... Oui. Voilà. Il y a des chances que la logique soit que ça s'accroche en se disant tiens, ça, et puis, hop là. Je reste accroché à VAMP et je reste dans le vésicule, pardon. Je me suis mis une place dans l'ascenseur. Ouais. Okay. Et j'ai un autre point qui n'est pas complètement clair. Donc, c'est des phénomènes que tu vas observer chez des patients parkinsoniens. Tu as cité d'autres pathologies, mais cette problématique autour de l'alpha-synucléine, on appelle ça la synucléinopathie. Oui. Oh damn, j'ai réussi. Et c'est une maladie en soi, c'est juste un symptôme de Parkinson. Je suis un peu perdu dans la hiérarchie. Les synucléinopathies, en fait, ça va être le groupe de maladies qui regroupe les différents troubles dans lesquels il y a une agrégation de la synucléine. Ok, donc Parkinson en fait partie et les autres que tu as cités, c'est dans ce grand groupe de... C'est ça. Ok, très bien, c'est plus clair. Ok, et du coup, juste pour refaire un point anatomique, tu disais que ça s'agrège dans la substance noire. Du coup, est-ce que tu peux en dire Parkinson, un peu ? Pour Parkinson spécifiquement, c'est les structures qui sont impactées et qu'est-ce que... En fait, alors, c'est plus parce que du coup, je travaille moins sur la partie dans le cerveau des patients, c'est ma collègue Ludivine qui fait. Donc, je travaille plutôt sur le phénomène d'agrégation. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que l'agrégat commence... Il y a même des études qui diraient que l'agrégation commence dans le corps et pas dans le cerveau. Mais le phénomène d'agrégation commence au niveau du tronc cérébral et va se propager du coup. Et les neurones du coup de la substance noire seraient peut-être plus sensibles. Et du coup, quand le phénomène d'agrégation apparaît au niveau de la substance noire,
les neurones de la suscensoire commencent à mourir. C'est là qu'on commence à avoir les symptômes moteurs. Oui, parce qu'il n'y a plus de dopamine qui est transmise suffisante. Donc, ça serait ça. Et après, au fur et à mesure, il passe, c'est le dernier niveau, c'est le cortex. Oui, dans le cortex. Mais voilà, au fur et à mesure, et voilà. Dans la maladie de Parkinson, c'est ça. Dans la démence à corps de Lewy, par exemple, c'est des agrégats qui commencent dans le cortex. Et c'est pour ça qu'on a immédiatement une démence avant d'avoir un phénomène moteur. Voilà. Okay. Sympa comme maladie. Vraiment. Ok, bon, je pense qu'on a bien défini les termes. C'est bien plus clair pour moi, en tout cas. Ouais, c'est sûr. Donc j'espère que c'est le cas de nos auditeurs également. On rentre un peu dans les objectifs et hypothèses que tu as posées. En rentrant dans ta thèse, c'était quoi exactement que tu voulais montrer autour de ces protéines et de leur agrégation ? Alors, le sujet de thèse au départ, c'était donc c'était sur la fragmentation comme gros problème parce que du coup, si la fragmentation permet la propagation du phénomène et que le phénomène tue les neurones, forcément, on a un problème au départ de la fragmentation. Et en fait, en 2020, il y avait un papier qui a été publié où ils avaient trouvé un système. Ils avaient réussi à construire un système de protéines. Donc, ça s'appelle des protéines chaperones. Okay. Qui sont des protéines dont le boulot est justement de gérer la conformation des protéines. Donc, soit elles vont les replier correctement si elles sont mal faites, soit elles vont les dégrader. Et du coup, ils avaient mis 3 chaperones avec les fibres et ils s'étaient rendu compte que ces 3 chaperones ensemble désagrégeaient les fibres. Ah, ok. Et l'hypothèse, c'était que potentiellement, en fonction de comment elle les désagrège, si tu imagines une pile d'assiettes et que l'hypothèse, c'était qu'en fait, elle prenait les monomères d'alpha-synucléine dans la fibre et qu'elle les sortait et qu'elle les refoldait correctement. Mais si tu fais une pile d'assiette et que tu en prends une au milieu... Tu fais tomber la pile. Voilà. Donc l'hypothèse, c'était que ce système de chaperone, en voulant défaire la fibre, allait finalement la casser et encourager la propagation. Ouais. Okay. Donc du coup, la première question qu'on a eue, c'était est-ce que ces chaperones, est-ce qu'elles sont dans le cerveau ? Est-ce qu'on les voit ensemble ? Est-ce qu'on les voit collées aux fibres quand on fait de l'agrégation dans les neurones et tout ça ? Et donc c'était ça, c'était le point de départ. Ok. Et du coup, t'en es toujours sur cette question-là ou est-ce que la question a évolué ? Vas-y, on en est où maintenant ? C'est qu'en fait, on a cherché ces chaperones. On a cherché les chaperones spécifiquement décrites et des chaperones similaires. Parce que par exemple, il y en avait une décrite qui était une HSP40, donc une sous-classe de chaperone, qui n'est pas très exprimée dans le cerveau. Donc on a regardé des protéines similaires. Et en fait, on est tombé sur une qui s'appelle du coup DNAJB6, qui était très exprimée dans le cerveau, qui avait été décrit, après on a regardé dans la littérature, qui avait été décrit comme étant capable de aussi désagréger des fibres avec l'huntingtin, avec ABETA42, enfin voilà, dans d'autres maladies. Et nous, elle avait un profil spécifique. Elle ne se collait pas aux fibres qu'on voyait dans les neurones, mais elle faisait des espèces de points qui venaient se coller aux fibres un petit peu. Enfin, c'était bizarre. Et c'était vraiment très, très bizarre. Je cherchais dans la littérature, je disais, c'est quoi ces trucs ? Je ne sais pas. Mais c'était là. Et c'était là avec les fibres. Et on s'est dit, bon, elle fait un truc. Et en fait, quand on l'a surexprimée, on s'est rendu compte qu'en la surexprimant, on baissait l'agrégation de fou. Genre de moins 50-60% d'agrégation dans les neurones, quoi. Donc, a priori, elle essaie de le faire. Voilà. Mais est-ce qu'elle essaye de le faire avec le système de départ ou est-ce qu'elle essaye de le faire autrement ? Donc là, en fait, moi, j'en suis on voit qu'il y a une baisse de l'agrégation. On le voit dans les cultures de neurones. On le voit chez l'animal aussi. On voit qu'on a vu que DNAJB6 peut se fixer aux fibres. Et maintenant, j'en suis à essayer de voir ou d'éliminer de voir par élimination comment elle fait ça. Ok. En sachant qu'on est toujours d'accord que son rôle en tant que diminution d'agrégation, ça va augmenter la propagation de la maladie. Eh bien, ça, on ne sait pas peut-être. non plus. Okay. Ça, c'est une possibilité. C'est une possibilité, ça dépendait en fait de comment elle agit. Si elle agit avec le système, c'est possible. Ouais. Si elle agit autrement, si elle est impliquée dans des voies d'autophagie, par exemple, beaucoup moins. Ouais. Donc là, on en est encore pour l'instant, c'est difficile de dire si cet effet, c'est sûr que cet effet est là. C'est un peu difficile de dire encore si cet effet est plutôt bénéfique, plutôt dans quel sens voilà, négatif. Délétère, ouais. Sachant que de base, son rôle, c'est juste de replier une protéine qui se plie mal.
Faire en sorte que la protéine elle soit bien pliée correctement pour sa bonne fonction. Au départ, c'est ça. Au départ, son rôle, c'est soit de se coller à la... Alors, il y a 3 rôles. Soit la protéine, elle vient d'être produite, la chaperonne se colle à la protéine pour l'empêcher d'interagir avec d'autres protéines. Oui, pour ne pas se faire dégrader, pas se coller à former d'autres molécules. Voilà. Soit la protéine est mal faite et a besoin un peu d'aide pour être repliée, donc du coup, elle l'aide à se replier. Soit la protéine est vraiment très mal faite et la chaperonne dit, bon, non, c'est pas possible. On l'élimine. Elle la chope et l'envoie vers l'autophagie. Finalement, élimination. Allez. Ouais, c'est ça. Tu ne passes pas le crash test. J'arriverai pas à te sauver. Service qualité, non. C'est un peu ça, c'est le service qualité. C'est exactement ça. La protéine chaperonne, ok. Donc je pense qu'on est bon sur les objectifs. Et la question maintenant, ça va être comment tu as fait tout ça. Quelles sont tes méthodes? Combien de temps ça te prend? Une expérience type? C'est quoi ta méthode? Alors, la méthode principale, c'est je fais de la culture primaire de neurones corticaux. Okay. Donc ça, c'est une expérience qui dure 1 mois en fait. Donc c'est avec des femelles qui sont gestantes à un temps spécifique de gestation. Donc on utilise des embryons qui sont à E18. Je vais récupérer les embryons, je récupère le cortex des embryons. Okay. Et après, je fais une dissociation des neurones enzymatiques, machin et tout ça, jusqu'à ce qu'il reste que les neurones avec le moins de débris possible. Et ça, je peux le mettre en culture dans des petites boîtes de pétri. Voilà, on fait des plaques 96 phi. Okay. Comme ça, on peut faire beaucoup de... Ouais, avec une souris, on peut faire beaucoup de plaques. Et sur ces neurones-là, en fait, on peut soit... induire l'agrégation, parce qu'il y a de la synucléine dedans, du coup, il y a de la synucléine de la souris. Donc, soit on peut induire l'agrégation de cette synucléine en ajoutant des fibres préformées que nous, on a déjà fait, qui sont des fibres humaines, qui, en fait, vont être dégradées très vite dans ce milieu. Mais, du coup, comme elles ont cette conformation qui est transmise... Ouais, elles vont contaminer les autres. La synucléine endogène va adopter cette conformation et il va y avoir de l'agrégation dans les neurones. Okay. Et à partir de là, on peut tester. Moi, je peux surexprimer... soit on surexprime l'alpha-synucléine humaine ou l'alpha-synucléine humaine mutée, parce qu'il y a des mutants de la synucléine, quand même, dans les maladies, dans les synucléinopathies. Je peux surexprimer les chaperons, on peut tester des produits pharmacaux et tout ça, on peut faire beaucoup de choses. Okay. Voir qu'est-ce qui peut permettre d'éliminer la fragmentation. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu étudies aussi la propagation, c'est-à-dire que tu mesures un neurone et tu vois comment ça se déplace la maladie d'un neurone à l'autre? Non, ça c'est un peu difficile parce que, en fait, c'est des neurones qui sont très jeunes. Quand j'ajoute les fibres pour faire l'agrégation, en fait, on pré-traite un petit peu parce qu'il y a très peu d'alpha-synucléine dedans. Et c'est un peu dur, ils sont tous un peu interconnectés, il y a des synapses qui se font partout, c'est pas organisé comme dans un cerveau. Okay. Et tous y reçoivent techniquement, on met les fibres dans le milieu et c'est un peu de façon un peu indiscriminée. Donc c'est difficile de voir s'il y a de la propagation d'une façon ou d'une autre. Okay. Et pourquoi le choix des embryons à E18 dans ce cas-là? Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'être sur des souris adultes ou des souris plus jeunes, mais déjà... Alors, principalement, pour E18, c'est que... Alors, je n'ai pas le détail de pourquoi E18 spécifiquement, mais je sais que si on attend que ce soit des P0, par exemple, qui viennent de naître, il y a beaucoup, beaucoup plus de microglies. Et en fait, la microglie va immédiatement capter toutes les fibres, et là, on ne va pas avoir d'agrégation. Okay. Et si tu fais juste de l'extraction et tu prends que tes neurones, c'est pas possible d'enlever les microglies, de refaire une culture cellulaire sans la microglie? C'est un peu compliqué. Okay. Ils sont un peu fragiles. Après, c'est peut-être, mais en fait, ils maturent au fur et à mesure de la culture, de toute façon, parce que s'il y a 30 jours, si je les ai à E18, tous les jours, ils maturent. Techniquement, ils arrivent à un point où ils seraient à P0 à un moment donné, quoi. C'est ça. Et quand tu injectes dans tes puits, tu vas pas chercher à injecter que ce soit des protéines ou quoi, à l'intérieur direct du neurone. Tu l'envoies dans le milieu de culture. Donc au moins on sait que c'est sûr qu'il y a quelque part, il y a des choses qui sont captées à l'intérieur. C'est ça. Je vois. Et est-ce que tu étudies pour ces neurones, comment est-ce que tes fibres rentrent dans le neurone? Pour imaginer qu'est-ce qui se pourrait passer de façon endogène pour la maladie, pour la transmission. Ce qu'on a, c'est que on avait regardé combien de temps les fibres qu'on met restaient dans le milieu. Parce qu'au bout après 7 jours, on les met. À 30 jours, on n'a plus rien d'humain. Donc elles ont été détruites d'une façon ou d'une autre. Ce qu'on a regardé, c'est que, en fait, on les voit au fur et à mesure se coller le long, mais à l'extérieur de la membrane des neurones. Okay. Et du coup, est-ce que je sais pas trop si elles sont
si elles rentrent ou pas, ou si elles restent à l'extérieur et que c'est pour ça qu'elles sont un peu dégradées, mais qu'elles ont réussi à transmettre quand même la conformation. Ouais, peut-être qu'elles transmettent un truc que tu voilà. sais pas ce que c'est Ça, et qui lui rentre. Okay. Est-ce qu'on sait à quelle vitesse ça se fait, enfin, de façon endogène, est-ce qu'on comprend un peu qu'est-ce qui se passe pour la propagation de ça? En dehors des fragments, est-ce qu'on sait par exemple à quelle vitesse ça va, est-ce qu'il y a des choses qu'on a repérées comme pouvant expliquer un peu que ça se propage, enfin que genre de l'alpha-synucléine, quand on la replie de cette façon, elle va transmettre à l'autre, ça va se plier pareil. Tu vois, est-ce qu'on a trouvé un peu des explications de ça? Alors ça, pour l'instant, non. Il y a des études. Le repliement spécifique en plus, donc en plat, même parmi les repliements plats, il y a des repliements spécifiques. Enfin, voilà. Par exemple, dans la maladie de Parkinson et dans la MSA, du coup, l'atrophie multistigmatisée, c'est pas le même repliement. Okay. Donc, il y a un truc dans la conformation qui fait que ça s'est transmis. Et le principe de beaucoup d'outils de diagnostic, par exemple, qui sont de l'amplification des agrégats, donc à partir de cerveaux de patients où ils amplifient l'agrégat en mettant de l'alpha-synucléine monomérique qui va du coup prendre la conformation. Ce qu'on voit, c'est que si tu mets... ce qui est en train d'être étudié, c'est que si tu mets avec le repliement MSA, donc avec des patients MSA, les fibres que tu as à la fin vont plutôt avoir la même structure que celui du patient. Donc, c'est un peu difficile pour l'instant. Il y a des gens qui disent que c'est sur le côté, il y a des gens qui disent que c'est sur la partie, du coup, le haut de la pile, quoi, l'assiette libre. Mais pour l'instant, c'est un peu... Ouais, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui transmet, comme si c'était une maladie qui se transmettait d'alpha-synucléine. C'est un peu pourquoi ça... Ouais, pourquoi est-ce qu'elle mime la copine en disant « Tiens, t'es bien repliée, toi, je vais faire pareil ». Ouais, ça, on ne sait pas. Ok. Du coup, la méthode, pour le moment, toi, c'est à récupérer, en gros, des cerveaux d'embryons que tu as mis en culture des neurones, et sur ces neurones, tu as appliqué des fibres d'alpha-synucléine qui étaient mal repliées, enfin qui étaient repliées en feuillet, pour voir comment ça se propageait et pour voir comment tu pouvais modifier ça, en gros. C'est ça, en gros. Ok. Est-ce que tu as mesuré la fragmentation, du coup? Alors ça, on essaye de le faire. Ça impliquerait des méthodes, du coup, de biochimie où on ferait ce qui a déjà été fait, mais ça impliquerait de récupérer, du coup, toute la culture et de faire de la centrifugation différentielle où tu fais plusieurs fractions, du fractionnement et tu vas pouvoir dire les gros agrégats, par exemple, ils vont être dans la fraction 2, et s'il y a des plus petits agrégats, ils vont être dans la fraction 7, et donc du coup, tu vois ce différence-là. Donc ça, c'est un truc que on voudrait mettre en place. J'ai pas trop eu le temps de me pencher sur la question pour l'instant, et surtout que on voulait, en fait, ça s'est fait un peu dans la lignée où on a vu la morphologie, et du coup on a vu l'effet, et du coup on s'est posé la question de comment on a cet effet, et donc du coup regarder le système de chaperone, regarder l'autophagie, regarder avec d'autres méthodes, et la fragmentation, et du coup on est un peu passé à côté parce qu'on s'était dit à moins qu'on voit que ça fonctionne avec le système de chaperone, si c'est de l'autophagie, il n'y aura pas de fragmentation, et donc pas immédiatement besoin de se poser la question. Si c'est pas les chaperones qui cassent en essayant de replier, il n'y a pas de raison de penser que... J'ai fait des tests avec... j'ai fait de la microscopie électronique en essayant de... Parce que la microscopie électronique, on peut mesurer la taille des fibres. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste pris des fibres normales et des fibres qu'on a soniquées, parce qu'on sait que ça casse, et qu'on sait que c'est en soniquant, ça fait des petits morceaux, et que du coup, ça va être beaucoup plus efficace pour disséminer le phénomène, quoi. Oui. Si c'est plus petit, ça rentre plus facilement. Voilà. Et puis du coup, en fait, si tu prends une fibre et que tu te dis l'alpha-synucléine qui s'agrège, elle peut se mettre d'un côté ou de l'autre de la pile. Et si tu la casses en 3 morceaux, tout d'un coup, il y a 6 extrémités sur lesquelles tu peux ajouter des trucs. Donc forcément, plus tu as de petits morceaux à partir d'une fibre, plus tu vas avoir de possibilités d'agrégation. Donc ça, on peut le voir en microscopie électronique, mais je ne l'ai pas encore utilisé. Je n'ai pas encore réussi à l'utiliser avec le système de chaperone ou avec des NHJV6. Ok. Une question que je n'ai pas posée tout à l'heure, mais qui vient de me venir.
l'alpha-synucléine, de base, c'est une grosse molécule ou c'est une petite molécule? Non, c'est une petite protéine. Oh, c'est une petite protéine. Et donc, quand elle casse, quand tu appuies de l'assiette, elle se casse, est-ce que cette petite protéine est elle-même cassée ou elle se sépare des autres? Est-ce que Normalement, elle se sépare des autres. Elle se casse pas, elle fait pas des bouts de protéines, des bouts de molécules. Elle peut pas être sciable elle-même. C'est elle la plus petite unité ou est-ce qu'il y a des petites? C'est une bonne question, mais il me semble que non, c'est elle la plus petite unité. Ok. Du coup, est-ce qu'on a fait le tour des méthodes ou est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais dont on n'aurait pas parlé? Non, après, en vrai, c'est la méthode principale. J'ai fait un peu des tests de biochimie et tout ça pour trouver est-ce que c'est le système de chaperone. Mais mes méthodes principales, c'est ça. Et après, la surexpression de DNAJB6, on l'a aussi fait in vivo, mais du coup, comme je ne fais pas d'animal et que personne techniquement dans l'équipe ne sait faire de l'animal, c'est des collaborateurs qui l'ont fait et on a juste... donc du coup, en fait, chez l'animal, ce qu'on fait, c'est qu'on injecte les fibres dans le striatum parce que au niveau de le site d'injection, il va encore y avoir de la microglie qui va défaire, mais le processus d'agrégation va remonter le long des axones, en gros, des neurones qui projettent sur le striatum. Donc ça va remonter jusqu'à la substance noire. Ouais, ça fait le chemin inverse de la transmission d'informations neuronales. Okay. Et donc du coup, il y a de l'agrégation dans la substance noire et on a surexprimé des NaJB6 dans la substance noire en même temps. Et on a le même résultat où on a moins d'agrégation, 6 fois moins d'agrégation quand on a la surexpression. Ok. Et est-ce que vous êtes allé plus loin pour savoir, est-ce que les personnes qui ont travaillé là-dessus sont allées plus loin pour savoir si ça développait, si ça se transmettait après aux neurones, le fait d'avoir surexprimé? Ou C'est-à-dire est-ce que ça se propageait, ça se disséminait plus ou moins une fois que tu avais surexprimé Non, on n'a fait qu'un test où on a arrêté à 6 semaines et on a regardé si on avait un effet. On n'a pas fait de test plus long terme pour voir. Okay. Mais c'est pas forcément... En fait, le problème, c'est que ça saute pas une fois que ça arrive dans le corps cellulaire, c'est fini. Ça passe pas... je sais pas trop les structures qui projettent sur la substance noire, mais ça saute pas une autre synapse pour remonter encore dans un autre truc. Okay. Donc du coup, il n'y a pas vraiment de dissémination. Donc on ne peut pas trop étudier si DNAJB6 module de la dissémination ou pas. Ok. En sachant que du coup, c'est pas ton travail direct, mais ça fera quand même partie de ta présentation lors de ta thèse et de ton manuscrit. Oui. Oui. Ok. Et du coup, en termes de résultats principaux, là, tu es en 3e année, c'est ça? Tu demandes une 4e année ou tu soutiens cette année? Non, je soutiens... Déjà, j'ai 6 mois de plus. Les chiffres, c'est compliqué pour avoir des financements en plus. Là, j'ai 6 mois de plus, donc je soutiens en septembre. Mais j'avais commencé en mars au lieu de commencer en septembre, donc j'ai été décalée. Donc j'aurais fait 3 ans et demi. Okay. Donc là, on est sur la fin, quoi. Sur la fin, ok. Et en termes de résultats principaux, c'est quoi que tu peux nous dire au final de qu'est-ce qui se passe? C'est que DNAJB6, du coup, la chaperone est présente dans les neurones, module à la baisse, régule l'agrégation de l'alpha-synucléine sans modification. Bon, ça, on a vérifié, sans modification de l'expression totale d'alpha-synucléine, sans neurotoxicité, sans rien. Que cet effet ne semble pas être dû du coup au système de chaperone ou à de l'autophagie, et donc que cet effet serait plutôt, on pense, ce qui est décrit pour son interaction avec les autres protéines qui s'agrègent, la l'huntingtin et tout. Ce qu'il pense, c'est qu'en fait, elle se fixe à la fibre, et elle se fixe beaucoup à la fibre, et en fait, tu peux plus rajouter d'assiette, parce qu'elle est déjà là. Okay. Donc ça serait ça son effet. Ok, donc en fait, elle bloque l'agrégation. Ça serait ça. Ok. Mais elle va pas reconformer dans l'autre sens. Non, ça c'est pas décrit dans son activité. Elle n'a pas d'activité enzymatique particulière. Ouais. Donc, à moins qu'elle interagisse avec une autre chaperone qui pourrait faire ça, non, ça serait juste du blocage physique. Ouais, un peu comme un anticorps avec un antigène, quoi. Elle se fixe au truc et elle attend. Voilà. Et tu peux rien rajouter par-dessus. Ok. T'empêches juste l'effet. Okay. C'est ça. Ça marche. Et donc là, t'es en plein écriture de manuscrit. Je sais pas où j'en suis. C'est normal, c'est une étape. J'ai commencé mon intro, mais j'ai aussi commencé le papier qu'il faut écrire, parce qu'il faut écrire un papier. Ouais. Et comme ça, c'est l'un des désavantages d'être en cifre,
c'est que Roche a beaucoup de regards sur ce que je fais et a beaucoup de demandes aussi sur ce que je fais. Donc, je suis en train de faire le papier et il y a des manips à clôturer pour valider des résultats ou voilà. Et le problème de la culture, c'est que des fois, les neurones, ils veulent pas pousser, tu sais pas pourquoi. Et tu perds beaucoup de temps, c'est ça. Donc, ça fait des plaques entières et t'es là, bon. C'est ça. Et il n'y a rien dedans. Ils sont tous morts, ça fait 4 jours, bon. Donc, je suis en plein de trucs. Ok. T'es dans la fin de la course, c'est normal. Dans le rush un petit peu. C'est normal. Après, tu seras soulagée quand ce sera fini. Oui, je pense. Et d'un point de vue du coup de l'entreprise, je ne sais pas à quel point c'est des informations publiques ou privées, donc tu me dis. Mais eux, leur intérêt à la base, il était porté sur cette protéine particulièrement, ou ils ont un pôle de recherche sur Parkinson en général, ou ça part d'où de leur côté Alors en fait, c'est un sous-groupe, donc c'est Roche, c'est un gros groupe qui est effectivement pharmaco, et voilà. Et ils ont un institut qui s'appelle l'Institut Roche, dont le but en fait est de faire des partenariats académiques pour financer la recherche. Mais alors bien sûr que pour eux, ce qui est intéressant, c'est que ça a un peu une visée thérapeutique, mais leur but c'est quand même de financer la recherche au début de la recherche, pas fondamental. Voilà, c'est ça. Peut-être pas au fondamental, mais entre les deux. Pas au moment où tu t'arrives et tu dis j'ai peut-être un médicament. Tu développes pas directement une application. Mais ce qui les intéresse en fait, c'est de faire des partenariats, et généralement c'est plutôt des trucs courts où ils vont financer une thèse CIFRE. Ils vont faire un petit partenariat et ça va durer quelques années, et puis ils auront financé, ça fait bien. Je suppose ça fait très bien pour l'entreprise. Et puis voilà, ils font des petits partenariats, ça se passe bien, ça se passe mal. Il n'y a pas. C'est pas un problème que mon sujet est dévié, par exemple. Mais j'ai quand même des réunions régulièrement avec eux. Oui, tu avais une validation. Voilà, il y a des scientifiques de la partie pharmaco qui suivent quand même mon projet, qui suivent ce qu'on fait, qui peuvent dire ça serait bien quand même que vous incluiez ça. Par exemple, l'aspect, est-ce que des NHBC c'est délétère ou bénéfique pour la... Voilà. Ça, c'est un truc dont on était un peu sortis, et ils nous ont un peu ramené dessus quand même, en disant c'était ça quand même le projet de départ. Donc tu dois quand même faire un pont entre les scientifiques de l'entreprise, tes gérants dans le labo. Il faut arriver à trouver un équilibre qui plaît à tout le monde, quoi. Voilà. Après, moi, dans mon cas, ils ont quand même été... tous les gens qui me géraient ont quand même été très... Ils ont vu que ça se passait bien, et du coup, ils sont pas allés chercher trop loin non plus, quoi. On t'a pas imposé certaines des méthodos ou des pas questions. Du tout. Bon, ça c'est cool, parce que c'est vrai qu'on reçoit quand même assez peu de chiffres dans l'ensemble. On a quand même l'impression que les industriels, la recherche est plus ou moins fondamentale, c'est plus trop une priorité, je dirais, parce que moi je bosse un peu dans le dispositif médical, et c'est vrai qu'à une époque il y avait beaucoup de R&D dans le domaine, et beaucoup moins parce que ça coûte cher et il n'y a pas toujours des gros retours sur investissement. Donc c'est intéressant de voir qu'il y en a encore, et qu'en plus ça peut bien se passer. Donc ça c'est un très bon message. Et en termes de résultats, par exemple là, ce que tu vas avoir pour ta thèse, est-ce que c'est quelque chose qui va avoir un embargo et ils vont utiliser les résultats pour eux pour faire faire de la recherche privée sur les protéines chaperones pour savoir si ça peut être un type de thérapeutique ou un truc comme ça? Il me semble pas. Il me semble que là, leur but, c'était parce que ça s'est bien passé. Alors, je ne sais pas si ça s'est bien passé ou si c'est que jusqu'à présent, ça s'était mal passé et je remonte un peu la barre. Mais parce que ça s'est plutôt bien passé, ils essayent de prolonger le partenariat. Mais l'Institut Roche ne fait pas de recherche en lui-même. L'Institut Roche fait juste de la gestion de projet et de partenariat. Donc, bien sûr, après tous les scientifiques avec qui j'ai discuté, peut-être qu'ils vont aller regarder de plus près l'intérêt thérapeutique, potentiellement. Mais je crois pas qu'il y a... Il me semble pas, en tout cas, s'il y en a, il aurait fallu m'en parler avant, mais il n'y a pas d'histoire de brevet ou de quoi que ce soit. Oui, on t'a pas dit ta thèse, elle sera en huis clos et tu n'auras pas le droit de... Ça, j'ai posé la question quand même pas encore répondu, mais non, il me semble pas. Il me semble que... Peut-être qu'on n'a pas le droit de diffuser ce podcast. Peut-être qu'on est confidentiel. Non, je crois pas. Je crois que j'ai pas de problème à aller en congrès ou quoi. Donc non, il n'y a pas de souci sur ça. Oui, si tu avais un huis clos pour ta thèse, un embargo, tu le saurais sur les congrès. Oui, c'est ça. Elle n'aurait pas validé mon poster pour ensuite me dire tu soutiens pas ta thèse avec les gens devant. Oui, ça se tient. Ok. Et donc, avec le partenariat CIFRE, ça se passe bien. Ton encadrement, ta thèse, comment ça se passe? Moi, je trouve que ça se passe bien. Ok. En comparaison à d'autres ou de façon personnelle? Alors, oui, en comparaison à d'autres. Après, il y a de tout, parce que
après, tous les directeurs de thèse ou directrices peuvent avoir des personnalités différentes. Et voilà. Moi, je trouve qu'il a été à la fois très patient avec moi sur certains points, à la fois, j'ai eu plein de... Puis surtout, l'équipe est co-encadrée par mon directeur de thèse et sa femme, qui est, elle, celle qui m'a montré comment faire la culture et tout ça. J'ai trouvé que, moi, ça s'est bien passé. C'était une petite équipe. Je suis arrivée, j'étais la seule étudiante. Donc, ils ont été très disponibles pour moi. Bon, il y a eu quelques trucs personnels pendant ma thèse qui ont fait que le travail n'était pas forcément comme il fallait ou quoi. Et ils ont été relativement... Enfin, je trouve qu'ils ont été... voilà. Donc tu trouves que ton encadrement était bien et qu'ils ont été... J'ai pas du tout eu de... Je considère pas que j'ai eu de problème du tout avec mon encadrement. Trop bien. Et ton directeur de thèse, du coup, il avait que toi comme doctorante? Oui, il a toujours que moi. Ok, trop bien. C'est rare, mais moi j'avais la même chose et je trouve ça mieux. Parce que c'est pas forcément obligatoire d'avoir qu'un seul doctorant. Il y en a qui ont des problèmes d'encadrement, justement, parce qu'il y a peu de disponibles. Parce que quand tu as 10 doctorants, en psychologie par exemple, tu peux avoir 10 doctorants. Ah oui. Donc je sais pas à quel moment tu encadres tes doctorants, mais non, là, entre tes cours et l'administratif et tout ça. Là. Non, là c'était bien. Il était disponible pour moi. Ils font encore beaucoup de manip eux-mêmes. Donc c'est aussi bien de... Ouais, ils sont pas déconnectés du terrain. Non, voilà, c'est ça. Donc non, c'était bien. Trop bien. Non, c'est cool. On a fait un bon tour. Ouais. 2 dernières petites questions. Est-ce que tu as des loisirs en dehors de ta thèse que tu trouves sympa, que tu pourrais conseiller à des auditeurs, auditrices qui se font aussi une thèse et qui sont perdus dans la tête sous l'eau dans leur thèse? Ouais, moi je fais du tricot. On nous l'a déjà sorti, c'est pas la première. J'ai fait quelques... par exemple, Zoé, là, je lui ai fait des moufles en laine jaune fluo pour quand elle fait du vélo. Trop bien. J'aime bien, voilà, je me mets mon petit podcast ou ma petite vidéo YouTube et je fais du tricot et ça me sort un peu la tête de tout ça. Il faut. Voilà. Trop bien. Et puis voilà, puis sinon je vais voir, j'ai des amis, au labo et tout. Classique, ok, trop bien. Tricot, c'est un classique, mais ça marche bien. C'est un classique. C'est la 3e personne qui nous le dit du tricot. Ouais, on a eu un mec, Aurélien, il me semble qu'il faisait du tricot. Ou de la couture. Il faisait de la couture. Il a dit, Et Marion, dont l'épisode va sortir pendant la semaine du cerveau, qui est en psychologie, qui elle aussi a fait du tricot. Très bien. Donc l'activité tricot est une activité habituelle apparemment en doctorat. Oh, cool. Et dernière question, qu'est-ce que tu veux faire après ta thèse? Alors ça, une grande question. Là, depuis que je vois la fin de ma thèse arriver, j'alterne entre plein de trucs parce que, en vrai, la science, ça me plaît, la recherche, ça me plaît, mais je suis pas super fan de comment c'est fait, en Europe en tout cas. Je sais pas à quel point je serais capable de gérer les 60 demandes de financement et machin, et les concours à passer et tout. Donc, mais en même temps, j'aime ça. Donc je m'étais dit, probablement, je fais un postdoc, peut-être à l'étranger, enfin, de toute façon à l'étranger, mais juste pour continuer dans la recherche, parce que je pense que si j'arrêtais totalement, ça me manquerait. Mais en même temps, j'aime beaucoup... parmi les moments le plus fun de ma thèse, ça a été beaucoup, genre expliquer mon sujet, expliquer mon poster. J'ai dû présenter une fois mon poster à des médecins de chez Roche, du coup. Et donc, du coup, c'était pas vraiment de la vulgarisation parce qu'ils sont médecins, mais c'était recadrer un peu à visée médicale ce que je faisais et tout ça. Et j'aime beaucoup ça. Et du coup, je m'étais dit peut-être que je ferais aussi de la communication scientifique et tout, parce que je trouve ça aussi très important. Et je trouve qu'il y a un gros manque de lien entre le public et le monde scientifique. Et du coup, j'aimerais peut-être... je vais pas vous voler votre boulot. Mais... Non, mais on peut partager. Y a pas de je vois de la concurrence, là. J'aime pas trop ça. Alors que moi, non. Moi, je me dis juste, on n'est pas assez, vas-y, viens parmi nous. Du coup, voilà, j'alterne en fonction de à quel point mes manips ont réussi ou pas. Je me dis, j'ai tout lâché. Et puis après, je me dis, bon, sinon je lâche tout et je vais élever des lapins à l'angora. Je fais de la laine et des pulls et je les vends 200 balles à des célébrités. Voilà. Effectivement, tu peux faire ça aussi. Tu peux faire du tricot. Voilà. Ouais, mais oui, tu peux faire comme moi, tu peux faire les deux. Oui. Y en a une qui est payée, pas l'autre. Il en faut au moins une des deux payées quand même. Voilà. Le postdoc, c'est payé. La vulgarisation scientifique, c'est pas payé. Mais oui, je comprends cette idée. Moi, je suis en plein dans les demandes de financement. Je passe ma vie à faire ça. Je fais des appels à projets. Ouais, ça, je suis un appel à projet. Je passe ma vie à faire ça. Voilà. Mais c'est l'envers pas sympa de la recherche. Ouais.
Après, il y a un côté un peu sympa que j'ai trouvé, que je connaissais pas trop, le côté ludique de réfléchir à qu'est-ce que tu vas mettre dans ton appel à projet, tu vois. Le truc de penser à un protocole, réfléchir comment tu vas le faire, améliorer l'idée que tu avais au départ parce que tu as une idée, tu la trouves ouf. Après, tu creuses un peu, tu te dis non, elle est nulle à chier. Puis après, tu la tricotes dans tous les sens et puis tu finis par pondre un projet que tu trouves pas ouf la première année, incroyable la deuxième année, enfin, tu vois, genre, qui s'améliore tout le temps. Et il y a un côté un peu sympa de faire ça. Ok, ça me donne un peu d'espoir du coup. Voilà, donc il y a un côté chiant administratif à l'appel à projet, mais il y a un côté cérébral, intellectuel hyper intéressant, je trouve. Ok. Il y a un Voilà. côté un peu difficile à encaisser aussi. Si tu es super fier de ton projet et qui passe pas, non, mais il passera jamais. C'est un peu rude, quoi. Donc, l'année dernière, j'en ai posé 2, j'en ai eu aucun. Cette année, j'en pose 3. Attends, 1, 2, non, 4. On va voir combien j'en ai à la fin. On croise les doigts. On verra. Non, 5, parce que j'en ai posé un pour aller en congrès. Allez, 5 avec c'est la méthode. Dans 20 ans, tu en proposes 60 à l'année. Et c'est ça. statistiquement, ça va finir par passer, quoi. Ouais. Bon, à l'usage, tu sais, je les aurais à l'usure. Hein, à force de le faire, ça finit par marcher. Moment, ils verront ton nom. Ah bon, on va m'étonner quand même. C'est bon. Ça fait 10 ans qu'elle l'envoie son projet. Bon, il n'est plus à la page, mais c'est pas grave. C'est un peu ça l'idée. Ok. Bon, trop bien. Est-ce qu'on se ferait pas des petites recommandations culturelles pour terminer ce petit podcast, pour se changer les idées? Alors, du coup, oui, j'avais prévu. Moi, ma recommandation culturelle, je sais pas si c'est dans les règles. J'ai un youtubeur à recommander. On n'a pas de règles. Vas-y. Okay. Il s'appelle Milo Rossi. C'est un jeune, il est jeune, il est plus jeune que moi, un archéologue. Sa chaîne s'appelle Mini Minute Man. Ok. Et en fait, déjà, c'est un archéologue qui fait de la vulgarisation scientifique. Je trouve ça super fun. Je trouve ça très fun, l'archéologie. Et il a une vidéo sur... Bon, ça va peut-être être un peu bizarre. Il a une vidéo sur les rites mortuaires des personnes qui étaient suspectées d'être atteintes de vampirisme. Sur comment les gens... parce que quand les gens mouraient et que la communauté se disait lui c'est peut-être un vampire, comment ils étaient il y avait des pratiques très spécifiques de comment ils étaient enterrés. J'ai trouvé ça super intéressant et de façon enterrés différemment les gens qui suspectaient d'être vampires, ça m'étonne pas. Mais... Ils mettaient genre une brique dans la bouche pour qu'ils puissent pas mordre, des trucs comme ça. C'est tout un monde et j'ai trouvé ça trop intéressant et de façon globale. Tu débarques 600 ans après, tu fais qu'est-ce que c'est que ça? Vraiment. Et c'est vraiment ça. Et de façon globale, il fait beaucoup de vidéos où il va debunk un peu toutes les théories du complot, ou genre les pseudo-sciences. Les pyramides et compagnie. Là. Voilà, c'est ça, l'espèce d'anti-intellectualisme chelou qui monte chez nous aussi. Hein. Et du coup, je trouve ça super intéressant. Voilà. Ok, trop bien. Ouais. Une chaîne YouTube qu'on connaît pas en plus. Je la connais pas celle-là. Moi, je pense beaucoup les vidéos YouTube de vulgarisation scientifique. C'est voilà. Et après, mon deuxième, c'est parce que c'était passé cette nuit, mais la performance de Kendrick Lamar au Super Bowl. Je l'ai pas rattrapé encore. Elle était très bien. Ça. Je suis un très grand fan de Kendrick. Donc, elle était vraiment très bien. Ça va arriver, ça. Ça, c'est en cours. À rattraper. Vas-y. Fais la tienne parce que moi il faut que je un peu de weeb là. Il est l'heure de reconnaître un petit anime. C'est la saison 2 de Solo Leveling. Il faut la regarder, c'est trop bien. C'est trop bien, ça donne envie de jouer à Donjons et Dragons, ça donne envie de faire de l'animation, ça donne envie de faire plein de trucs. C'est pas un scénario hyper élaboré, ça utilise plein de codes très classiques des shonen, mais je trouve que ça les sort d'une façon très, très cool. Et puis c'est coréen, ça change un peu, même si du coup c'est doublé en japonais, donc on n'est pas perdu, mais c'est à la base une adaptation d'un manhwa qui est sorti, donc l'équivalent d'un manga coréen, quoi. Et donc nous sommes en pleine saison 2 et le personnage principal a une classe de nécromant, il a des pouvoirs super stylés, j'adore ça. Ça va me faire regretter d'avoir fait un personnage type Galadriel pour la prochaine saison de Donjons et Dragons. Maintenant j'ai envie de faire un nécromancien, donc bon c'est chiant. Il faut que je fasse une deuxième partie en parallèle pour un nécromancien. Trop tard pour changer le premier. Non mais je l'aime bien quand même, ma Galadriel qui s'appelle Diriel d'ailleurs, qui s'appelle pas Galadriel, mais pour ça elle me fait le même genre. Mais ouais. Donc voilà, c'est bon pour moi. Ça me va comme recommandation. Et moi, je vais recommander, on va rester pas loin de l'archéologie, parce que je vais recommander les revues du monde de Charlie Danger. C'est 2 épisodes qui sont sur la création du monde. Est-ce qu'on est dans une simulation et qui nous a créé? C'est 2 épisodes qui suivent sur un questionnement sur... déjà, est-ce que c'est possible qu'on soit dans une simulation ? Théoriquement. Et d'un point de vue expérientiel, qu'est-ce qui a été fait dans la recherche ?
et qui nous a créé, si jamais quelque chose nous a créé, qu'est-ce que ça pourrait être, tu vois. Et c'est vraiment des vidéos, t'es comme ça devant, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je suis en train de regarder. Et c'est vraiment incroyable, et les questionnements sont trop bien. Et voilà, faut la regarder, du coup je peux pas l'écouter en tricotant. Non, c'est bien de la regarder parce qu'il y a il y a un peu des trucs, enfin les images, il y a des trucs un peu schématiques, ça t'aide à comprendre les trucs. Donc, ouais, après, en tricot, si t'es devant et que tu regardes pas trop ce que tu fais, tu peux regarder un peu. Peut-être, je vais tenter. On sent quelque chose de simple, quoi. Voilà, c'est ça. Okay. pas des points compliqués, mais si tu fais des trucs un peu classiques, ça peut passer. Bon, ben trop cool. Merci pour ces recos. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram. N'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez envie de passer, si vous avez des proches qui ont envie de passer, vous nous demandez. Nous, c'est avec plaisir qu'on vous reçoit, peu importe le sujet. Peu importe à quel moment vous en êtes dans votre thèse, si vous avez envie d'en parler, ce sera avec plaisir. On vous retrouve, et je l'espère, sur notre Patreon. N'hésitez pas à au moins vous abonner. C'est la partie financée qui ne finance pas. Abonnez-vous à la page, même si vous donnez rien. C'est cool de venir dessus, de vous connecter. Nous, on fait un peu d'actu dessus. Et par ailleurs, si vous pouvez donner un peu, c'est avec plaisir. Nous, ça nous finance le matos qu'on va devoir bientôt changer. Et éventuellement les déplacements, comme quand on va interviewer des gens à Paris. On aimerait bien aller en Belgique parce qu'on a des amis là-bas, chercheurs, qu'on pourrait faire passer dans le podcast et tout. Donc voilà, cet argent, il sera utilisé dans le cadre du podcast en Suisse. Ouais, mais là, demander des financements pour la Suisse. Trop cher. Et de nous aller en Belgique, déjà, c'est pas mal. C'est plus jouable. Paris, la Belgique, c'est plus simple. C'est ça. Et le Discord aussi, qui est toujours là, qu'on essaye de faire vivre. Ouais. Sachant que sur le Discord, j'avais rajouté je ne l'ai pas dit dans l'épisode d'avant, mais j'ai rajouté un channel pour proposer des offres de poste. Donc ça puisse servir un peu de contact. Et moi, je sais que quand je vois passer des offres de postdoc en psycho en Suisse, de Paris, etc., qui partent dans des circuits internes et qui ne sont pas forcément visibles sur les sites principaux où tu peux trouver des jobs, je les mets dessus. Et donc, pareil, de la même façon, les doctorants qui passent ou les autres, vous pouvez proposer des sujets, des offres de thèse, de postdoc, d'autres jobs. Si on peut créer des connexions, c'est super, sachant qu'on commence à avoir une bonne liste de doctorants, on peut couvrir quand même pas mal de domaines. Ouais. Et puis si vous avez une demande particulière dans le cadre de votre recherche, faire passer des questionnaires, des sondages, c'est aussi un bon endroit, parce que c'est une population très ciblée, donc si la population correspond à votre sujet de recherche, n'hésitez pas, et on pourra le relayer dans le podcast si vous voulez faire passer le message. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup. Nora, c'était très cool de te recevoir. J'espère que l'épisode vous a plu, et puis on se retrouve une prochaine fois. À bientôt. Salut. Au revoir.